Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette dernière étape du Tour de Romandie, étape qui s'est jouée au sprint. Même si l'étape a été animée, on a eu notamment une échappée avec Geoffrey Bouchard dans le final, on a eu encore Julien Bernard dans l'échappée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, il va y avoir pas mal de vidéos sur le Giro. Notamment, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks si vous en avez les moyens. Et je remercie les gens qui le font. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, eh bien vous pouvez aller voir également EPS 2.0. Et allez sur TikTok, j'ai pas fait de débrief Tour de Romandie et Formule 1 sur TikTok. Tout simplement parce que j'étais pris aussi pour faire autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de débrief. Mais sur le Giro, vous inquiétez pas, il y aura du débrief TikTok pour la première fois. Parce que je rappelle que l'année dernière, à ce moment-là, j'étais pas sur TikTok. J'ai commencé TikTok juste avant la Vuelta. Tour de Romandie, oui, étape 5. Je devais vous annoncer autre chose aussi. Je ne sais pas si vous avez été voir l'onglet communauté. Si vous n'avez pas été le voir, c'est le moment. Pour un prochain numéro de départ fictif, vous pouvez poser vos questions sur le Giro ou sur le cyclisme un peu plus en général. Je sais qu'on m'avait, il y a une question que je dois récupérer d'une fois d'avant. Si la personne qui l'avait posée peut me la remarquer, mais sinon j'essaierai de la retrouver dans les commentaires d'une précédente vidéo. On m'avait posé une question sur le pic de forme, notamment sur ce type de questions-là au niveau du cyclisme professionnel. Mais ça sera plus axé, bien entendu, sur le Giro, le prochain Tour d'Italie que je suis encore en train de préparer. Donc vous allez dans l'onglet communauté. Vous pouvez également le marquer dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie. La seule règle, c'est une question ou deux maximum par post. Si vous voulez poser plus que 2 questions, eh bien vous faites un post par question. Voilà, c'est pour des questions d'organisation pour la vidéo, parce que sinon je me retrouve à avoir un gros pavé à lire comme ça, à répondre à 4 questions où je ne sais plus quel est le début de la première question. Donc voilà, essayez de respecter cette règle-là, sinon c'est un petit peu compliqué pour moi. Tour de Romandie, étape numéro 5. Donc étape encore animée. C'est vrai que sur ce Tour de Romandie, on a eu pas forcément des étapes indécises, mais même le premier jour, enfin à part les 2 chronos on va dire, mais lors de l'étape 1, voilà précisément, l'étape, voilà, ça vise fort en milieu d'étape, où on aurait pu s'attendre à un autre scénario. On a toujours eu un moment où le peloton s'est déchiqueté. Bon, à Tuon 2000, il s'est bien déchiqueté, mais c'est vrai qu'on a eu quand même des étapes assez intéressantes, je trouve, pendant toute cette semaine, même s'il y avait peut-être pas la plus grosse liste de départ de toutes les épreuves World Tour, et bien je trouve que c'était assez intéressant le Tour de Romandie, puis ça permet de découvrir des petits jeunes. Je pense, alors, je ne sais toujours pas comment le prononcer parce qu'on m'a dit que je prononçais pas correctement Thibaut Nice. Mais il faut savoir qu'en France, quand c'était Sven Nys, là je suis sûr de moi, on prononçait Sven Nys, comme ça. C'était il y a longtemps, hein, c'était à l'époque Jean-René Godard, hein, Sven Nys, hein, donc c'était quand Jean-René Godard commentait du cyclocross. Donc j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais le belge et moi ça fait 2. Les langues étrangères et moi ça fait 2. C'est compliqué parfois les prononciations de noms, je dis toujours, mais bon, David Gaudu pour les Anglais c'est David Godou. Donc voilà, on fait tous des erreurs de prononciation, il y a tous des sons qu'on a dans chaque langue du mal à avoir. Oui, mais il y a eu voilà, encore une étape à niveler. Par contre, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la stratégie d'Ineos. C'est vrai que c'était pas forcément la stratégie du siècle, mais on va y revenir un peu après. Je voulais parler du Tour de Bretagne. Il y a quelque chose d'assez grave, je trouve, qui s'est passé sur le Tour de Bretagne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était techniquement l'étape majeure de ce Tour de Bretagne. Elle a été annulée après une chute massive à 80 km de l'arrivée, 80-90 km de l'arrivée, à plus de 60 à l'heure. Eh bien, les coureurs ont pris une route complètement boueuse en faux plat descendant, sur une petite route. En plus, la route était très étroite et ça a été une hécatombe dans le peloton. Toutes les ambulances ont été mobilisées, donc impossible de parcourir la course. Ils ont fini en
en course neutralisée, hein, ils ont juste été sur la ligne d'arrivée et après c'était fini. Et je ne comprends pas comment sur une course cycliste, on peut avoir ce genre de route dans ce type d'état. On peut parler déjà de Liège-Bastogne-Liège où il y avait un passage notamment avec pas mal de boue à l'intérieur de la trajectoire sur un des virages en descente sur Liège-Bastogne-Liège et ça n'avait pas été réglé entre le passage de la course féminine et le passage de la course masculine en plus. Et avant le passage de Laurent Jalabert, parce que Laurent Jalabert l'avait déjà vu, si la route est sale, on ne doit pas y passer. Si la route est étroite, on ne doit pas y passer. Je l'avais déjà dit lors d'une édition du Tour de la Provence où j'avais dit si on n'est pas capable de sécuriser la course sur cette route-là, on ne passe pas par cette route-là. On se débrouille pour passer par des routes qu'on peut sécuriser. Là, la route, là aujourd'hui, elle n'était pas praticable. Donc il fallait contourner. Il fallait éviter ce passage-là. Je trouve ça incroyable qu'il n'y avait même pas un mec pour signaler la zone de boue. Ce qui est déjà même pas le minimum, c'est encore en dessous du minimum ça. Mais un mec pour signaler qu'il y a de la boue. Là, il n'y a personne. C'est-à-dire que vous avez une zone de boue, les mecs ils arrivent à 60 dans la zone de boue. Et à partir du 10e coureur, ça tombe. Et en faux plat descendant, forcément à 60-70 km/h, c'est une hécatombe. Je trouve ça assez incroyable qu'on puisse faire ça. Je rappelle, c'est une course cycliste professionnelle. On est sur un niveau 2-2, le Tour de Bretagne. Mais bon, cette année, moi j'avais été choqué notamment par le Grand Prix de Denain, hein, le dernier secteur pavé. Il y avait aussi une énorme zone de boue. Mais là, j'avais dit sur le Grand Prix de Denain, elle était signalée. Il y avait quand même un mec qui signalait, mais j'avais dit on était vraiment à la limite. Là, on n'est déjà pas sur une course pavée, donc c'est-à-dire on s'attend pas à avoir des conditions glissantes comme ça sur une route classique. Et là, la route, elle était mais impraticable. C'est-à-dire qu'il y a un champ qui est à côté, le tracteur a dû se décrotter les roues, mais c'était juste impraticable. Et selon des propos relatés notamment par Charles Marceau de gens qui seraient sur place. Voilà, vous voyez, c'est le copain d'un copain d'un copain, on va dire ça comme ça. Il semblerait que le matin même, il le savait déjà que la route était dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on a le matin, donc genre 10 heures, passage des convois pour sécuriser la course. On voit qu'il y a de la boue. La course part, c'est à 15h30. Il y a genre 5h, 5h30. Rien ne se produit. Je trouve ça assez exceptionnel. Voilà, donc c'est pas normal et j'espère qu'il y aura des sanctions. C'est toujours le problème. L'UCI ne sanctionne pas les organisateurs. Bon, moi, je le dis plus, vous savez, hein, mon avis là-dessus. Moi, je dis qu'au bout d'un moment, quand des courses ne sont pas en capacité d'organiser correctement des épreuves, quand des organisateurs sont pas capables d'organiser les épreuves, il faut les descendre de catégorie. C'est-à-dire que chaque année, sur certaines épreuves, quand on voit qu'il y a trop d'erreurs, là je pense notamment sur le Tour de Turquie, qui a pendant quelques années été World Tour, qui est maintenant encore une Pro Series, cette course, sauf qu'on sait très bien que chaque année il y a un énorme crash, chaque année il y a des problèmes d'organisation. Je ne comprends pas que cette course-là soit encore Pro Series. Je ne comprends pas pourquoi le Tour de Turquie n'est pas une 2-2. Et là, le Tour de Bretagne, s'ils sont pas capables d'organiser, l'UCI doit plus la mettre comme course professionnelle. Voilà, hein, tout simplement. Mais on a eu déjà le cas aussi, c'était pas le Grand Prix de la ville de Didier, je sais plus, où il y avait aussi une organisation qui était foireuse. En France, ça commence à arriver de plus en plus. C'est vrai que pendant très longtemps, la France, on était bien en termes d'organisation. Je trouve que ça se dégrade de plus en plus sur les courses françaises. Aux organisateurs, je sais que c'est compliqué d'organiser une course. Ça n'empêche pas que ça demande quand même un minimum de sécurité aussi pour les coureurs cyclistes. Et là, c'est du grand n'importe quoi sur ce Tour de Bretagne, sur cette étape du jour. Donc j'espère que ça sera corrigé. On revient sur le Tour de Romandie et on passe aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Fernando Gaviria, lâché puis revenu. C'est vrai que Gaviria, il se fait lâcher lors du coup de vis de la Ineos à 70 km de l'arrivée. Pour tout vous dire, c'est le moment où je zappais avec le Grand Prix de Formule 1, parce que vu que le Grand Prix de Formule 1 était une purge, je zappais un petit peu sur le Tour de Romandie. Et donc là, je vois Gaviria complètement lâché en grande difficulté.
Et là, je me dis, pour Gaviria, ça peut être long, 70 bornes, faut pas qu'il craque. Et il n'a pas craqué. Et moi, je me dis jusqu'à quel point, en fait, il n'a pas voulu monter à son rythme. Que du côté de la Movistar, on s'est dit, on ne pourra pas aller plus vite qu'un certain niveau de puissance. Donc, on se dit, on se bride presque. On décide de monter de manière régulière pour pas exploser. On essaye de rester à 20-30 secondes du peloton de tête. Et puis ensuite, on tente de revenir sur la fin de journée parce qu'on sait que les 40 derniers kilomètres sont en faux plat descendant. Ça peut se regarder derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, Gaviria, il a toujours été très habile. C'est-à-dire que les arrivées où vous avez des virages à 300, 200, entre 200 et 300 mètres, il a toujours été très bon dans ce type d'arrivée. Je pense à la première étape du Tour de San Juan, où il y a un pif-paf à 600, 700 mètres de l'arrivée. Il finit troisième, je crois me rappeler. Tour de Burgos, en 2020, face à Desmar, il y a une courbe à 200 mètres, il déboîte tout le monde. Et là, quand je l'ai vu passer en tête à 300, quand il lance son sprint à 330 mètres, 325 mètres de l'arrivée, je me dis, ça va être compliqué d'aller le chercher. Je me dis, bon, il a peut-être lancé loin. Sauf que cette année, on s'aperçoit que du côté de Gaviria, dès qu'il lance des sprints de loin, il arrive cette année à tenir des sprints de 300 mètres facilement. On l'a vu sur le Tour de San Juan, on l'a vu sur d'autres courses. Il a retrouvé de la vélocité qu'il avait perdue, parce qu'il faisait plus de piste. Encore une fois, Gaviria, il a fait de la piste. Alors pas en compétition internationale, il a fait de la piste de nouveau à l'entraînement. Il a l'objectif, comme Viviani 2024. Et je pense que ça a été une très bonne idée dans son entraînement de remettre un peu de cyclisme sur piste. Coquard l'avait dit à un moment, qu'il avait remis du cyclisme sur piste dans son entraînement, ça lui avait fait beaucoup de bien. Et je pense que Gaviria aussi, pour des pistards, pour des mecs qui ont commencé par la piste, il y a quand même des qualités de vélocité. Il y a des qualités aussi au niveau de l'acide lactique, d'aller loin dans l'effort, d'aller loin au niveau du rythme cardiaque. Et ces qualités-là, tu les perds au bout d'un moment sur la route parce que tu es plus sur un sport d'endurance que le cyclisme sur piste. Et c'est bien de retrouver ces qualités-là en faisant un peu de piste pendant l'hiver. Et je pense que Gaviria l'a très bien fait pendant l'intersaison et que ça lui fait beaucoup de bien. Et puis là, son arrivée chez Movistar, le fait de retrouver, je pense, un vrai statut de leader qu'il n'avait plus chez UAE, ça lui a aussi fait du bien. C'est quasiment, il n'y a pas beaucoup de sprinters chez Movistar. C'est vrai qu'il a un statut quand même de leader. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de changer d'air, de retrouver peut-être aussi une équipe plus hispanophone. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et là, très très beau sprint de Gaviria. Ça conclut bien la semaine. Parce que c'est vrai que s'il avait été lâché à 70 bornes de l'arrivée, on aurait dit « Oh, Gaviria, c'est pas top ». Mais là, il s'en sort bien. Donc bravo, Fernando Gaviria. Je continue avec Julien Bernard. Hier, j'avais pas de la place pour le mettre. Je voulais le mettre hier parce que hier, on savait déjà qu'il allait remporter le classement de la montagne, mais ça rentrait pas. Super Tour de Romandie de Julien Bernard, super combatif. Maillot de la montagne, il a dominé le classement de la montagne. Il est parti en plus en échappée tous les jours. Il a vraiment été vraiment présent aux avant-postes. Il a fait les efforts, vraiment Julien Bernard. Et puis, c'est presque un petit peu une petite consécration pour lui parce qu'il n'avait jamais remporté le classement de la montagne sur une épreuve World Tour. Et c'est vrai que c'est un super baroudeur. On dit depuis le début de saison, les échappées vont pas au bout. Certes, elles vont pas au bout, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même aller chercher des classements annexes de temps en temps, quand les classements annexes sont bien faits aussi. C'est pas le cas sur toutes les courses. Et je trouve que Julien Bernard, c'est vraiment le grégario en plus. C'est un mec qui n'hésite pas à se mettre au service de ses leaders, à rouler très très fort, parfois du côté de la Trek. Et je trouve qu'il fait vraiment du très bon boulot du côté de la Trek. Et ce classement de la montagne, voilà, ça récompense aussi le travail qu'il fait toute l'année en tant qu'équipier. Donc voilà, je trouve qu'il a mis la manière pour remporter ce classement de la montagne et ça c'est bien. Puis je termine avec Garofoli, l'Italien. 20 ans seulement Garofoli, c'est vrai que ce qui est bien avec le Tour de Romandie ces dernières années, c'est qu'on découvre des jeunes coureurs sur cette course-là. Et on découvre des jeunes coureurs, il y a des jeunes coureurs qui se montrent. Et Garofoli, coureur assez intéressant. Alors, vainqueur d'une étape du Tour de la Vallée d'Aoste, deuxième du général de ce Tour de la Vallée d'Aoste en 2021.
9e d'une étape du Tour de l'Avenir, 4e également d'une autre étape du Tour de l'Avenir. Et surtout, intéressant parce que 2021, il est du côté de l'équipe de développement de la DSM pour aller dans l'équipe de développement d'Astana l'année d'après, ce qui est assez rare de prendre ce type de risque. Alors l'année dernière, il avait couru très peu, seulement 18 jours de course, absent de mars à septembre. C'est-à-dire qu'il abandonne sur le Trofeo Città San Vediamo. Il ne reprend même pas au Tour de Toscane parce qu'il n'avait pas pris le départ. Il reprend qu'au Tour de Lombardie. Donc il n'a pas couru du mois de mars au mois d'octobre, ce qui est vraiment assez surprenant, mais certainement une grosse blessure. Tac. Qu'est-ce qu'il avait eu? J'ai pas... mais il avait dû avoir une blessure sur cette période-là, et c'est vrai que 2021, sur le Tour de l'Avenir, il fait quand même 3 top 10. Tour de la Vallée d'Aoste, encore une fois, qui finit 2e et remporte le classement des jeunes en remportant l'étape de Breuil-Chervina. Sur le petit tour, le Baby Giro, il fait 7e de l'étape de San Pellegrino. Mais c'est un coureur qui a vraiment des qualités intéressantes. Grimpeur, puncher un petit peu, et là aujourd'hui il prend vraiment une belle place, tu vois, il a saisi sa chance un petit peu comme Romain Bardet, et puis on l'avait vu hier dans l'étape de Turon 2000 également, je crois qu'il était dans l'échappée, je crois me rappeler, vice-champion d'Italie junior en 2020 également, et en 2019 il avait remporté le Trofeo Buffoni, 5e des championnats du monde junior, 10e du Tour du Giro della Lugana, champion d'Italie junior. Donc dès 2019, donc à l'époque il avait quel âge en 2019 il avait 18-19 ans, donc vraiment très fort de la part de ce coureur. Là depuis le début de saison, il fait quand même 5e du classement des jeunes du Tour de Sicile, 17e du général. Et puis là donc 5e de cette étape, surtout que c'est un coureur qui n'a que 14 jours de course dans les pattes. Voilà, on essaie de lui faire reprendre un petit peu du niveau après une saison, encore une fois, 2022, qui avait été très très compliquée pour le coureur italien, où il passe quasiment une saison blanche. Donc voilà, c'est un bon résultat, ça va lui redonner de la confiance à Garofoli, un petit grimpeur puncher, voilà, avec des belles qualités. Avec une petite pointe de vitesse, c'est toujours intéressant parce que l'étape où il fait 4e du Tour de l'Avenir, c'est l'étape de Bar-le-Duc, là où il y avait des petites bosses dans le final, où il finit 4e derrière Vermeulen, Plowright, Lewis Heskey, devant Arnaud Delis et Antoine Rogel, donc c'est quand même pas mal, hein, devant Casper Van Duden également, devant Marine Vandenberg, hein, donc c'est pas mal du tout comme on dit, du côté des jeunes coureurs. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, aujourd'hui je commence avec Ineos. J'ai du mal à comprendre la stratégie d'Ineos aujourd'hui, le fait de vouloir tout faire péter à 70 bornes de l'arrivée, ce qui je trouve n'était pas forcément très intelligent, parce que j'avais dit hier, il y avait quand même un faux plat descendant. J'avais dit également hier Simon Kerr, mais bon, il n'a pas pris le départ, donc il pouvait pas gagner l'étape, mais j'avais dit soit c'est un petit groupe qui arrive à ressortir dans la petite montée et ou des équipes qui n'ont pas de sprinter, mais Ethan Etter et Viviani dans ton équipe au départ. Viviani est quand même sprinter, hein, même si ces derniers temps on l'a peu vu, c'est quand même un sprinter. Ethan Etter, sur ce type d'arrivée là, faux plat descendant plat, s'il y a des sprinters, il n'arrive pas à faire la différence. C'est pas un pur sprinter, Ethan Etter. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. C'est un coureur un peu atypique, Ethan Etter. On en avait parlé il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'il a un profil de course qui lui convienne, qui est assez restreint au final. Même s'il est très fort, par contre, dans ce type de course-là. Mais je ne comprends pas la stratégie d'Ineos de rouler aussi fort, d'utiliser notamment Egan Bernal, mais ils ont utilisé d'autres coureurs pour rouler très très fort comme ça dans les bosses, pour ensuite ne pas continuer l'effort, s'arrêter. Donc ce qui fait que tu as les sprinters qui reviennent. Ce qui fait que tu as grillé des hommes qui ne peuvent plus rouler dans le final parce qu'ils n'ont plus la capacité de rouler. Et qu'en plus, tu fais craquer Viviani, parce que Viviani, il a craqué hyper loin. De toute manière, Viviani, sur la route,
c'est un petit peu inquiétant, je trouve, son niveau. Il devait faire le Giro au départ, Viviani, mais il n'a absolument pas le niveau pour faire le Giro, donc ce qui fait que Ineos l'a retiré de sa liste de départ. Et c'est quand même très inquiétant le niveau de Viviani. Mais du côté d'Ineos, j'ai pas compris la stratégie de course encore une fois aujourd'hui. C'est pas la première fois, on en avait parlé lors du Tour du Pays Basque, notamment, qu'on voit cette équipe rouler, courir presque en taille patron, sauf que derrière, ils disparaissent complètement ensuite. Donc c'est quand même assez surprenant, je trouve, ce qui se passe des fois du côté de cette formation. Je continue avec AG2R. C'est quand même con quand t'as Venturini et Godon de pas réussir à en mettre aucun des deux dans le top 10. AG2R quand même sur ce Tour de Romandie, je dirais que même sur ce début de saison, AG2R, il y a eu quelques bons résultats, mais dans la majorité du temps, c'est quand même pas top. Je sais plus, ils sont combien au classement. On fera un point le maintien, mais ils sont assez loin, je crois, AG2R. Ils sont pas dans les top positions. Voilà, ils sont 15e au classement UCI, donc ce qui est pas si dingue que ça. Et je trouve que vraiment, il y a des courses où ils sont passés à côté. Là, sur ce Tour de Romandie, chez AG2R, le meilleur coureur au classement général, c'est Clément Berthet qui est 27e. Donc ça fait 20 points UCI. Voilà, ce qui est vraiment rien. Et là, Dorian Godon, je pense qu'il y avait mieux à faire. Que Geoffrey Bouchard tente de partir en échappée, ça je trouve, de toute façon, Geoffrey Bouchard, c'est un peu son rôle de prendre des échappées. Mais par contre, Venturini Godon, déjà, il faut choisir lequel des deux tu mets en leader au sprint. Moi, je pense que plutôt Godon que Venturini, parce que Venturini, ça fait depuis quelques temps quand même qu'il n'a pas eu des super résultats, et Godon, il est quand même plutôt sur une belle année. Il a fait 8e à la Vallée de Joux. Encore une fois, il y avait la capacité de faire top 10, et 9e de la Route Adélie de Vitré, 5e de la 4e étape du Tour de Catalogne. Mais je trouve que ces derniers temps, il a une moins bonne pointe de vitesse que son homologue. Là, encore une fois, G2R, je l'avais dit quand ils avaient décidé de devenir une équipe, d'avoir comme objectif les classiques. Je l'avais dit dès ma première présentation de cette formation quand Citroën est arrivé. J'avais dit, c'est pas parce que tu as des bons coureurs pour les classiques pavés que tu vas t'en sortir sur les classiques pavés et sur les sprints, parce qu'il faut avoir la culture. Et AG2R, ils ont toujours une culture de course par étapes. Ils n'ont pas une culture de classique. Et j'avais dit en plus, c'est pas comme si ils ont eu des bons coureurs, de pavés notamment, j'avais dit à l'époque, mais ils ont eu Van Semmeren par exemple, pas Amael Moinard, Sébastien Minard, à chaque fois je confonds les deux, alors que c'était absolument pas le même profil de coureur. Ils ont eu Turgot aussi, ils ont eu Damien Godin, avant qu'il aille du côté de l'armée de terre. Donc ils ont eu des coureurs qui avaient un bon niveau, ils n'ont jamais réussi à faire une bonne équipe pavée, même à cette époque-là, et ils n'ont jamais réussi à emmener des sprints, ce qui est quand même triste parce que ils ont notamment Marc Sarrault, ils ont Venturini, ils ont Godon, mais ils n'ont jamais bien emmené les sprints. AG2R, leur culture, c'est les courses par étapes. Et autant Movistar réussit à se transformer un peu, cette année ça a plutôt bien marché, notamment sur les classiques, on le voit aussi avec Gaviria, autant AG2R, ils n'ont pas réussi à le faire, et ça se confirme encore aujourd'hui. Et puis je termine avec Luca Mozzato. Alors Luca Mozzato aujourd'hui il fait 6, ce qui est presque un bon résultat, vu que la semaine d'Arkea a quand même pas été dingue. Là aussi, du côté d'Arkea, le meilleur coureur, il est encore plus loin. Team Arkea Samsic. Hop, Christian Rodriguez 41. Champoussin 47, le Danois 83, Mozzato 106. Déjà, ils finissent qu'à 4. C'est pour dire quand même que ça a été... alors, Vauquelin était le leader, mais il est passé à côté. Mais du côté de Mozzato, moi, j'ai pas trouvé sa manière de frotter. Il n'y avait pas besoin de frotter aussi fort que ça aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin de prendre autant de risques que ça. Et c'était un peu du n'importe quoi. On aurait dit...
On aurait dit Molano presque, dans sa manière de frotter. J'ai trouvé que c'était très 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 dangereux et que ça n'avait aucun sens, voilà, de frotter comme ça sur un sprint pareil. Donc voilà, j'ai pas apprécié. Je trouve qu'il a provoqué du danger dans le peloton et je n'ai pas aimé du tout. Oui, de temps en temps, il faut jouer des coudes, mais sur un sprint sur le plat, là, on était. Enfin, il y avait quand même quelques sprinteurs qui avaient disparu. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de frotter autant. Et en plus, la manière dont il a frotté, je sais plus c'est contre quel coureur où il se penche vraiment sur lui. Je trouve qu'à 60-70 à l'heure, c'est un petit peu dangereux, on va pas se mentir. Donc je trouve que c'était une prise de risque beaucoup trop importante. Eh bien voilà, je crois qu'on a fini aujourd'hui. On en a fini avec ce tour de Romandie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain épisode de Deux Paires Fictifs. La semaine prochaine, on est déjà en mode Giro, avec notamment un épisode du maintien. Il y aura également la présentation de la Formule 1 du côté de Miami. Je ferai également 2 vidéos de présentation des favoris pour le classement général et pour le sprint de ce prochain Tour d'Italie. Et puis moi, je continue encore à préparer des étapes. Il me reste encore 5, 6 étapes à préparer sur ce Tour d'Italie. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. On commence le Giro dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!